Et alors, d'attendre des jumeaux en solo, là, les gens, ils pètent un câble. Là, ils me disent, oh là là, mais c'est pas possible, mais comment tu vas faire, tu vas jamais y arriver. Je suis sûre qu'il y aura toujours monsieur ou madame tout le monde pour venir me dire, ah, mais ça, c'est parce qu'il n'y a pas de mec à la maison. Je m'appelle Judith Duportail et aujourd'hui je viens vous parler parce que je suis enceinte de 2 petits bébés que j'ai conçus via une PMA hors couple et je le raconte dans mon livre Maternité rebelle. Moi je dis que j'ai fait une PMA hors couple plutôt que de dire une PMA solo. C'est Johanna Luisen qui le dit dans son livre Si je veux. Cette expression elle sous-entend que si on est sans homme, on est seul au monde. Et c'est pas vrai. C'est pas soit le couple, soit la cellule d'isolement, quoi. Il y a toute une galaxie entre les deux et dans laquelle on peut s'épanouir. Et encore plus quand je me suis séparée de mon ex vers 33-34 ans. Et là, je me suis retrouvée dans les limbes du monde du célibat quand tu sais que tu veux être maman un jour et que tu te retrouves sur le marché de la drague, quoi. Et il y a toute une partie de mon livre que je veux consacrer à cette terreur de l'horloge biologique. C'est une notion qui est grandement dramatisée. Ce qui est très intéressant quand on se plonge dans l'histoire de cette notion de l'horloge biologique, c'est qu'elle a commencé à émerger dans les médias à partir des années 60, quand les femmes ont commencé à travailler. C'est bien que la féministe Suzanne Faludi, celle qui a théorisé la notion de backlash, elle estime que pour nous punir de cette liberté nouvelle et de cette puissance nouvelle de pouvoir travailler, produire, être autonome financièrement, cette notion d'horloge biologique est arrivée comme un backlash pour nous maintenir dans un état d'anxiété, en fait, et pour nous donner l'impression que notre vécu, notre corps, c'est toujours une espèce de déclin. Aussi parce qu'on calcule la probabilité ou le risque, selon où on se situe, de tomber enceinte par mois. On va dire, par exemple, à 30 ans, vous avez à peu près 20% de chances de tomber enceinte par mois. À 25, ça va plus être 25-27. Et puis à 40 ans, ça descend à, je sais pas, moins de 10%. Si on prend les mêmes chiffres et qu'on les ramène sur un an, à 30 ans, on a 95% de chances de tomber enceinte. À 35, 90% et à 40 encore 50%. Alors que les hommes ce serait toute leur vie pareil, le temps n'aurait pas de prise sur eux. C'est Virginie Despentes qui dit les hommes n'ont pas de corps. Et ça, je trouve que ça se vérifie énormément dans l'approche qu'on a de la fertilité. Et ça se vérifie tellement que on est en train de laisser les hommes s'empoisonner à cause des perturbateurs endocriniens et de la pollution, etc. La qualité de leurs spermatozoïdes est en chute libre. Mais tout le monde s'en fout de ça, par contre. Leur corps n'a tellement pas d'existence que, en fait, on est en train de, eux, les laisser s'empoisonner. Mon premier réflexe a été d'essayer de congeler mes ovocytes, mais en fait, quand j'ai commencé le parcours, après, je me suis dit, mais en fait, j'ai pas envie d'attendre 5 ans pour être mère. Et après, je me suis dit, je vais faire autrement. Alors, la PMA, pour toutes les femmes, enfin, presque toutes les femmes, parce que en sont exclues les personnes trans et les personnes grosses, encore aujourd'hui, est légale en France, aujourd'hui, en théorie, dans les textes. Mais dans les faits, c'est encore très compliqué, parce que la loi vient d'être votée, tous les décrets n'ont pas été appliqués, etc. Quelque chose qui était très important pour moi, c'était que mes enfants soient conçus avec un donneur, ce qu'on appelle un donneur ouvert. Ça veut dire que quand ils auront 18 ans, ils pourront lui écrire s'ils le souhaitent ou lui proposer de lui rencontrer s'ils le souhaitent. Alors, donc c'est pas du tout comme une rencontre avec un père, mais je voulais pas que ce soit l'obscurité totale quant à l'autre personne grâce à qui j'ai pu être mère, quoi. Et en France aujourd'hui maintenant, selon la loi, les donneurs sont plus anonymes. Mais dans les faits, comme la loi vient d'être votée, il y a certains sécos, les sécos c'est là où on fait les PMA, qui écoulent leur stock de petits spermatozoïdes anonymes encore. Je me sentais pas rassurée, en fait, par le bordel que c'était l'application de cette loi de la PMA. Je me suis tournée vers une méthode semi-légale, c'est des gynécos qui pratiquent les PMA dans leur cabinet. Ça peut être dangereux parce que c'est du coup un peu moins encadré que les pratiques à l'hôpital. Et donc je pense que ça devrait aussi faire réfléchir à comment rendre plus accessible réellement la PMA pour toutes à l'hôpital dans les cadres les plus sécurisants possibles, pour qu'on se retrouve pas à devoir bidouiller comme ça. Si j'ai pu prendre cette décision de faire cette PMA hors couple, c'est grâce au travail de toutes les femmes avant moi, et toutes les lesbiennes qui se sont battues dans les manifs, etc., pour que ce droit à la PMA soit ouvert. C'est encore difficile de faire une PMA hors couple. Déjà parce qu'il y a beaucoup d'attentes pour les délais à l'hôpital, il y a de la sélection sur le poids, sélection sur les tests sanguins, sur vos niveaux d'hormones. Ceux qui me disent « ouais, c'est un caprice de faire un enfant comme ça », je suis là « oulala, vous savez pas à quel point c'est difficile et toutes les étapes. Faut quand même se coltiner le jugement des gens. » J'ai une voisine qui vient me voir et qui me dit « ah, bah vous êtes enceinte et tout, félicitations ». Je dis « bah oui, oui ». Puis elle me dit « mais vous habitez seule, j'ai l'impression ». Puis elle me dit « ah, moi je trouve ça hyper égoïste ce que vous faites. Ça c'est difficile et puis il faut le savoir, je suis sûre que s'il est un peu turbulent ou j'en sais rien, enfin les trucs qui arrivent aux enfants quoi, je suis sûre qu'il y aura toujours monsieur ou madame tout le monde pour venir me dire « ah, mais ça c'est parce qu'il n'y a pas de mec à la maison ». Enfin c'est évident, je le sais. On le sait toutes en fait quand on s'engage sur ce chemin-là. Ce qui m'aide à me blinder au jour le jour contre ces avis des gens,
c'est de me rendre compte à quel point tout ça est politique. On montre qu'un autre monde est possible, et ça, il y en a que ça dérange. Et alors, d'attendre des jumeaux en solo, là, les gens, ils pètent un câble. Là, ils me disent, oh là là, mais c'est pas possible, mais comment tu vas faire, tu vas jamais y arriver, nanani, nanana. Ce qui est jamais très agréable à entendre quand on est soi-même enceinte. Toutes les femmes enceintes le disent, quelle que soit la forme que prend leur famille, que tout d'un coup, une fois qu'on devient mère, tout le monde estime devoir nous donner son avis sur tout. S'il y a une femme autour de vous qui fait une PMA hors couple, moi je pense que ce qu'il faut lui dire c'est je serai là pour toi, on peut t'aider, tu n'es pas seule. Statistiquement c'est prouvé, une fois qu'on est maqué, on voit genre 5 fois moins ses amis, notre cercle social il rétrécit. Et je pense que nos familles, ce qu'elles montrent, c'est qu'on peut aussi faire communauté, faire corps, faire solidarité autrement. Cette phrase, il faut tout un village pour élever un enfant, je la trouve très belle et très juste. En fait, on s'est un peu leurré aussi de croire qu'il fallait que 2 personnes. C'est pas vrai. Ce que disent beaucoup de femmes, c'est que le couple isole quelque part. Et donc, quand on est en couple hétéro classique, son mec, il reste avec soi pendant 2 semaines, 3 semaines quand il prend son congé paternité. Puis très vite, il retourne au boulot. Et puis les gens viennent 1 fois, 2 fois, mais ils osent pas trop. Et je comprends, un couple, on a toujours peur un peu de s'immiscer dans l'intimité, etc. Et paradoxalement, nous, comme on fait autrement, on n'a pas le choix que de demander de l'aide. Entre la famille, les amis, les professionnels aussi, les sages-femmes, etc. On vit un peu des grossesses et des maternités un peu plus ouvertes vers le monde, en fait. Et je veux pas romantiser, hein. C'est difficile parfois. Moi, j'ai eu des coups de blues, comme toutes les femmes enceintes. Parfois, j'ai pleuré, je me suis dit, je vais jamais y arriver, je vais être une mère horrible. Mais je veux pas non plus nourrir ce cliché. Si t'es pas en couple, t'es forcément une mère célibataire désespérée, toute seule, que plus personne n'appelle. C'est pas vrai en fait. Quand tu regardes les statistiques, le modèle qu'on nous présente comme majoritaire, donc la famille nucléaire, papa, maman, les 2 enfants, puis parfois le petit toutou, qui arrivait avec les 30 glorieuses, et voilà, la montée en puissance du capitalisme, une espèce d'utopie consumériste. Il représente que 50% des familles en fait. Tout le reste, c'est des couples séparés, des familles monoparentales, mais on reste accroché comme ça à cet idéal. C'est que c'est une façon de limiter le pouvoir des femmes, et que c'est une façon de toujours leur dire attention, attention, tu peux bien être libre, tu peux bien voyager, tu peux bien avoir une vie sexuelle épanouie, etc. Mais tôt ou tard, il va falloir se ranger. Parce que t'as besoin d'être dans un petit couple stable pour avoir un bébé, quoi. Je pense que c'est une façon de nous maintenir quelque part docile. Alors Maternité rebelle, c'est un essai incarné. Je parle de ma propre expérience de ma PMA solo pour bâtir une réflexion politique autour de la place des femmes dans la société. Je m'interroge aussi sur les limites de la PMA, pourquoi certaines en sont exclues, qu'est-ce que ça veut dire dans notre société, pourquoi c'est si compliqué pour les personnes grosses par exemple d'avoir accès aux mêmes droits que les autres, qui on aide à faire des enfants et qui on n'aide pas. C'est ça quand même aussi la question qu'il faut se poser derrière. Le conseil que je donnerais à quelqu'un qui commence à réfléchir, c'est consulter toutes les ressources. Le groupe Facebook Maman Solo par exemple, il est vraiment extrêmement bien fait. Et il y a énormément de personnes qui se posent ces questions aujourd'hui, donc c'est possible de trouver ses frères et sœurs de pensée ou de combat. Salut mademoiselle, merci.